Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, épisode hors série Blockbusted, une leçon de cinéma. Vous êtes une jeune réalisatrice, ou un jeune réalisateur, et vous vous dites que vous aimeriez bien faire un film. Mais avant toute chose, il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'il faut donc pas faire pour pas tomber dans un vieux film nanar? Autrement formulé, que faire pour avoir un bon film? Eh bien nous avons ici la réponse en images, et non, nous n'allons pas vous parler d'Uwe Boll, mais plutôt d'un petit français, qui nous a offert un véritable chef-d'œuvre du 7e art, et je pèse mes mots. Voyez vous-même. Réalisé par Jean Rollin en 1981, qui signe sous le pseudonyme de Laser. L'histoire est assez simple. Bon, rien de très étonnant pour un film de zombies. Mais dans les films de ce genre, beaucoup ont cherché à critiquer la société de consommation, comme ceux de Romero par exemple. Sauf que celui-ci, eh bien, il ne sert à rien. Le récit se passe dans un petit village français, on ne sait pas vraiment bien où, mais situé à côté d'un lac. Celui-ci accumule toutes les saloperies possibles et imaginables. Charnier pendant la Seconde Guerre mondiale, charnier pendant l'Inquisition, lieu de messe noire... Ouais, bon, le coin qui craint, quoi. Une dizaine d'années après la guerre, des zombies s'attaquent à des jeunes femmes qui se baignaient dans le lac, et finissent même par en sortir pour aller carrément attaquer des jeunes femmes dans le village. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ce serait long et pénible, donc on va simplement s'attarder sur les défauts du film. Ça va être long et pénible. Alors pour commencer, le truc qui a été le plus parasitant, c'est la caméra. La caméra bouge tout le temps. Je vous parle pas d'une caméra à l'épaule ou d'une caméra mobile, bon. Non, je vous parle vraiment d'une caméra fixe, comme celle-ci, posée en place et qui pourtant malgré ça vibre et bouge, on sait pas très bien pourquoi. Alors peut-être que le caméraman était, je sais pas, alcoolique ou avait Parkinson, mais même durant les plans fixes, elle vibre et elle bouge. Exemple. Disons que j'aimerais avoir de l'inédit, un reportage sur un lac que personne ne connaît, mais qui m'intéresse pour différentes raisons. Pouvez-vous peut-être me donner des indications au sujet de ce lac? On l'appelle le lac des maudits. Oh ça, c'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à aller voir notre mère. Alors, liste des choses à ne pas faire. Avoir un caméraman alcoolique. Ensuite, la musique est nulle. Alors vraiment nulle. Après c'est propre à chacun, peut-être que c'est simplement ma propre sensibilité, peut-être que le réalisateur l'a trouvée grandiose, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'elle a été composée avec une Atari 2600. Bon après je respecte, chacun ses goûts, mais bon, enfin... Je sais pas si c'est vraiment moi, mais Non, c'est moi. Sérieusement, moi, il y a cette musique en fond, je cours vers le zombie me faire bouffer pour ne pas souffrir. Deuxième chose importante, à moins que ce ne soit nécessairement utile à votre film, ou que vous tourniez un film porno, ouvrir la première scène sur un vagin n'est pas franchement efficace. Utile. Ça sert à rien. Vraiment. Faites pas ça. Si vous voulez aller vérifier, vous irez vérifier par vous-même, parce que pour des raisons évidentes, nous ne vous montrerons pas cette scène. La toute première scène du film montre une jeune inconnue qui va se baigner complètement à poil dans le lac, alors qu'il y a un panneau évident noté « baignade interdite au feutre », mais qui n'a pas l'air de la heurter plus que ça. Pour faire un bon film, il faut aussi soigner ses transitions. Passer d'une scène à une autre sans sortir le spectateur de l'action est assez complexe, parce que c'est mettre deux lieux, deux ambiances ou même deux temporalités côte à côte. Mais dans tous les cas, il ne faut pas faire ça. Nope, il faut pas non plus. Ensuite, les acteurs. Avoir de bons acteurs, c'est important. Sauf choix de réalisation, bien sûr. Mais je n'en dirai pas plus et je vais vous laisser juger par vous-même. Alors là, c'est notre paire de manches. Toi, ta gueule. On n'a rien à foutre de ce que tu peux raconter.
On a été envoyé pour faire une enquête, et on va la faire. Eh bien, mais allez-y. Viens. Y a rien à tirer de cette bande d'abrutis. Ah, d'ailleurs, cette scène ne sert à rien. Enfin, elle n'apporte absolument rien au scénario, mais je suppose que le réalisateur y tenait puisqu'il joue dedans. Donc, voilà. Dans les choses à ne pas faire, faire jouer la famille et les amis seulement s'ils savent jouer. Parce que sinon ça sert à rien. Alors ensuite, ça je peux pas vraiment vous le montrer, mais le film est très mal rythmé. Bon, il dure 1h20, ce qui n'est pas forcément trop long pour un film, mais pourtant là les 1h20 on les sent passer. La théorie c'est que le réalisateur a collé les scènes pour suivre la narration, sans chercher du tout à dynamiser son film. Bah du coup c'est chiant. Voilà. Je pense d'ailleurs, mais c'est une théorie, que le réalisateur en fait a considéré que une prise pouvait être suffisant. À partir du moment où il n'y avait pas de technicien dans le champ, où les acteurs récitaient leur texte correctement, la prise était considérée comme bonne. Donc se foutre du rythme... Non. Et tourner plusieurs fois une scène est toujours intéressant. Au moins 2 fois. Pour pouvoir avoir une comparaison et être sûr qu'il n'y a pas des petits défauts. D'ailleurs, je dis quand il n'y a pas de technicien dans le champ. Mais bon, là, dès qu'il y a un miroir ou une surface réfléchissante, on les voit les gens du tournage. Ou alors quand c'est pas des miroirs, c'est leurs ombres. Donc voilà, ça aussi c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Il faut aussi faire un peu attention aux erreurs scénaristiques. Par exemple, le film nous montre un flashback. Ce flashback vient du maire du village, et il le raconte à une journaliste parisienne qui est venue enquêter sur le lac. La scène dure un petit peu plus de 15 minutes, et il y a des choses qui ne devraient pas être montrées, parce que le maire ne devrait tout simplement pas être au courant, comme par exemple les ébats dans la grange entre le nazi et une jeune femme du village. Il y a aussi les zombies qui sortent du lac, puis qui y retournent, puis qui en ressortent, puis qui y retournent, puis qui en ressortent, puis qui y retournent, tout ça dans la même journée. Pourquoi? Quel intérêt? Bon, je ne sais pas qui s'occupait du maquillage. Bon, je sais qui s'occupait du maquillage. Eh bien c'est du travail bâclé, c'est mal fait, ça change en fonction des plans et d'un plan à l'autre. C'est juste moche, c'est juste mal fait. Et ne me sortez pas l'excuse de l'année, il est sorti en 81, soit 4 ans après Star Wars et 2 après Alien. Avoir une maquilleuse alcoolique et un scénariste drogué. Et puis je finis là-dessus, mais pitié, la typo. On ne s'improvise pas graphiste. Et on ne tire pas non plus au dévin la typo qui va servir à notre film, hein. Je veux dire, là, cette typo-là, c'est la typo de la bière Lancelot. C'est dommage pour un film de zombies. Ou alors, ça explique mieux... Voilà, hein, l'alcoolisme, tout ça, voilà. Et bien voilà. Maintenant, jeune réalisatrice, jeune réalisateur, tu es prêt à faire un bon film, ou en tout cas à éviter les erreurs de base, disons. Merci d'avoir regardé cet épisode. Nous précisons que donc cette vision du film, et cette vision du film de zombies essentiellement, est notre propre vision. Les quelques éléments qui sont là sont à mesurer, évidemment, hein, parce que bon, l'alcoolisme c'est mal. Mais ce sont quand même quelques éléments à prendre en compte pour pouvoir réaliser un bon film. Nous allons vous présenter par la suite notre propre vision d'un mauvais film de zombies ou un très bon nanar de zombies. À vous de juger. En tout cas, passez une excellente soirée, je vous embrasse et... à très vite pour un prochain épisode de Blockbusted.